Bienvenue à vous dans l'analyse complète du chapitre 1150 de One Piece. Domi Reverci. Et quel chapitre de dingue. J'ai pas fait latin LV12, donc je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un chapitre incroyable. J'ai envie de vous dire, ça continue. On l'avait teasé tous. On s'est dit le 1149 nous a choqués, le 1150 nous choquera également, hein, et c'est le cas. Avant de commencer du coup cette analyse sur les événements en cours à Elbaf, on va s'arrêter sur la mini-aventure de Yamato. Est-ce qu'on arrive du coup à la fin avec ce 34e épisode, hein, 34 chapitres? J'ai déposé le katana de Yasui au temple d'Enma à Akumai. Ma mission est terminée. Est-ce que ça s'arrête là et finalement elle se retrouve avec une escouade de 2? Je pense pas, je pense pas. Je pense que d'autres rejoindront le clan Yamato qu'elle est en train de former sans réellement le vouloir, sans le rechercher. Exactement le même cas finalement d'Oden. Et encore une fois, je me répète, mais c'est assez drôle. La seule fois où elle décide, du coup, de ne pas, suivre réellement Oden en tant que tel et de pas se comporter comme Oden se comportait, et bah, elle fait la même chose, sans même le vouloir. Et ça, c'est plutôt, je trouve ça plutôt cool, personnellement. Et maintenant, on va retourner, du coup, retournons. Dites-moi en commentaire avant de retourner, dites-moi en commentaire si pour vous, est-ce que, c'est la fin, ou est-ce qu'on passe du coup à la suite des aventures et les suites des aventures de Yamato n'est pas finie et donc on verra King? Ou est-ce que du coup c'est une aventure sans King et je serai un peu déçu? Voilà, je serai un peu déçu. Bon, maintenant on peut voyager, on peut prendre notre navire et aller voguer jusqu'à Elbaf. Arriver sur cette île et voir de loin un petit point noir, imbibé d'acquis des rois, nous choquer. L'intrigue des enfants est terminée, les enfants ronflent, c'est fini. Des géants tombent, il ne reste que les braves, il ne reste que les forts. Pour cette fin d'arc complètement folle. Alors on n'ira pas, on n'ira clairement pas jusqu'à 80 chapitres. Voilà, je reste sur mes premières positions. Je pense que ce sera aux alentours de 50 chapitres parce que ça va à une vitesse incroyable. Ce chapitre fait peu de pages, mais en termes d'événements, c'est beaucoup trop grave. Beaucoup, beaucoup trop grave. On commence du coup, ce chapitre de folie avec, Mou qui endort tout le monde, comme on vient de le dire, et au-delà d'endormir tout le monde, qui crée un sceau et qui invoque un bouquin. Voilà. Donc les fans de Hunter x Hunter vont être heureux. On retrouve du coup le boss, de la brigade, fantôme présent dans One Piece. Voilà, c'est bon. Vous êtes contents? Non, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup vont être déçus et je pense même que beaucoup, beaucoup vont quitter le navire One Piece. Je pense qu'à la fin de cet arc, hem, les gens se diront qu'One Piece, c'est pas pour moi. One Piece, j'arrête. Parce que oui, c'est la fin de One Piece. Oui, Lanta est révélé, partiellement tout du moins. Oui, on se dirige réellement vers une fin d'œuvre et à chaque fin d'œuvre, il y a division, tout le temps. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est certain. Après, critiquer ceux qui aiment et critiquer ceux qui n'aiment pas, ça n'a pas de sens. Surtout si, on entre vraiment dans le cadre du subjectif. On a notre petite habitude en début de live et de noter les chapitres et là, c'est clairement subjectif. Des fois, il y a des notes 10/10, 15/10 et des fois, on arrive sur des 3 ou sur 10, des 7/10. Les notes diffèrent parce que les attentes diffèrent et là, je suis désolé, mais quand je vois un personnage comme Gunko que je n'attendais absolument pas dans cette œuvre, prendre une importance aussi forte dans cette fin d'arc, avec Mou, l'antagoniste final côté gouvernement mondial, qui prend le contrôle et qui possède une apparence réellement, du diable. Elle plan pas c'est même plus démoniaque à ce niveau-là, on passe au grade au-dessus, c'est clairement l'incarnation même du diable, avec les ailes, les queues, le trident, on y est. Cette même queue, du coup, qui avait transpercé Cobra, cette même queue qu'on avait déjà évaluée et vue à Marijois et on s'était déjà dit: «Oh!
mais c'est le diable. Donc on y est. Voilà, je suis pas surpris de voir une forme démoniaque, clairement pas, depuis les membres du Conseil, depuis la rêverie, depuis l'apparition avec Ed, des membres du Conseil, je pense qu'on ne peut plus être surpris par des formes maintenant dites démoniaques. Je ne comprendrais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait être surpris personnellement. Je comprendrais qu'on puisse ne pas apprécier, ne pas aimer, c'est un fait, mais être surpris non, parce que c'est dans la continuité même de ce qu'on nous propose depuis maintenant plusieurs dizaines de chapitres. Et donc elle invoque un livre et oui, ça y est, on y est. On subit et on suit les pactes. On suit les pactes et avant même d'entrer sur le premier pacte du diable avec une tierce personne, on retrouve nos chevaliers divins, Somers et Killingham. Somers, du coup, est en train de revenir à lui. Somers est en train de bouger à nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il souffre. Il souffre énormément. Donc leur immortalité n'empêche pas la souffrance, n'empêche pas la douleur. Et Gaban a réellement le glyphe total pour faire agir. Est-ce que du coup, ça c'est un point important et j'aimerais avoir votre avis parce qu'on n'a pas encore la réponse. Est-ce que c'est l'arrivée de Mou qui a permis à Somers de se régénérer aussi «rapidement» entre guillemets? Ou est-ce que non, c'est tout simplement ce qui doit arriver? Parce que Somers, sa première apparition, elle est en calbute. C'est drôle, mais c'est pas anodin. Gaban dit: «Ah, ça fait un bail». Donc Gaban a déjà rencontré Somers. Somers est surpris et dégoûté de voir Gaban. C'est qu'il a déjà subi les assauts de Gaban et pourtant Somers n'a aucune égratignure, rien, aucune marque. Aucune marque. Alors que dans un arc, actuellement, au moment où Somers est apparu, Oda savait exactement ce qu'il comptait faire. Il comptait faire de Gaban, ce qu'il comptait faire de Somers, il y avait le lien avec God Valley, tout ça était déjà teasé. Donc Oda avait déjà la capacité de mettre en place des cicatrices pour expliciter son propos ou laisser un petit retcon sympa en se disant «Oh, mais on aurait pu le voir depuis le début». Non, il ne l'a pas fait. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, les chevaliers divins peuvent se régénérer entièrement, ça prend plus de temps, mais ils ont quand même du coup un talon d'Achille et tant que Mou est en vie, un peu comme les membres du Gorosei, tu ne peux pas tuer définitivement un chevalier divin parce que sa vie ne lui appartient pas. Tout est dans les mains de Mou. Mais par contre, tu peux l'handicaper grandement et c'est ce qui va être intéressant avec les Mugiwara. J'arrêtais pas de dire, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais et ceux qui suivent mes reviews depuis un petit moment maintenant, que pour moi, les chevaliers divins sont les ennemis des Mugiwara dans cet arc-là. Plus tard, les révolutionnaires, mais dans cet arc-là, il faut que les Mugiwara, hors Luffy, Sanji et Zoro, puissent agir, intervenir et proposer quelque chose face aux chevaliers divins, parce qu'il y a des Mugiwara depuis 2 arcs qu'on ne voit pas. C'est un équipage d'empereurs, on attend d'eux une évolution. Personnellement, je ne m'attends pas à un éveil de Haki de l'armement venu de nulle part et d'une écriture hasardeuse, non. Je m'attends plus à des capacités utiles, à leur intelligence, à des capacités de fruits du démon, qui vont leur permettre de user de malice pour pouvoir derrière bloquer les chevaliers divins tout en les faisant perdre, sans les mettre KO. Ce qui permet de ne pas décrédibiliser directement les chevaliers divins parce qu'on les reverra plus tard. Et c'est ce qui permet aux Mugiwara d'être mis en avant, sans avoir besoin tout le temps de l'aide suprême de Nika, aka Luffy, de Zoro, le roi des enfers, et de Sanji, le chef cuistot. Ils n'ont pas des grades de la même. Il y en a qui vont m'insulter en commentaire. Mais, et là maintenant, tout est mis en place pour que ça arrive. On n'oublie pas que Chopper a sauté pour essayer de sauver Gaban. Chopper était intéressé et Oda a écrit mot pour mot. Chopper voulait avoir cette information de comment blesser. Et donc, il va être un réceptacle de cette information, soit pour la distribuer, soit pour l'appliquer. Et il va revenir voir les Mugiwara. Et là, avec un Jinbei en chef d'orchestre, une fois qu'il connaîtra réellement la capacité qui permet de, de blesser et de neutraliser temporairement un chevalier divin, ils vont pouvoir la mettre en pratique et pouvoir poser de vrais problèmes, de véritables soucis. Ce qui va permettre derrière à Luffy, Zoro, Sanji et potentiellement Loki de venir combattre du coup Mou ou Gonko Mou plutôt, du coup, vu que c'est pas réellement Mou encore, entièrement. Ça, c'est mon point de vue. Et qui va permettre derrière de combattre Dory et Broggy en ultra cheaté. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas réellement vu ce qui se passait avec les capacités. En attendant, Heu, l'événement avance, la bibliothèque
brûle, continue de brûler. Je reste avec Hibou Team. Pour moi, la team Hibou, j'y suis dedans complètement. Donc le hibou va faire son taf. Il va sauver les livres. La bibliothèque pourra être reconstruite. Je ne vois pas comment est-ce que, personnellement, un millénaire d'histoire, voire plus, peut être détruit aussi rapidement. Je trouve l'action trop facile, voilà, personnellement, pour détruire tout un pan de l'histoire, qui n'aura pas servi. Donc je ne crois pas que le message, ça soit ça, parce que du coup, ces livres-là et au-delà des livres encore plus vieux que O'Hara, il y a des livres O'Hara qui ont été sauvés, heu, par des archéologues qui ont donné leur vie pour sauver ces livres. Et donc le message, c'est de faire toute une belle narration, toute une belle histoire avec les gens qui vont les récupérer derrière pour les ramener à Elbaf pour qu'ils soient cramés aussi facilement, non. Et mettre un personnage tel que le hibou, en place juste pour qu'il permette de modifier la taille des livres sans que ça ait une incidence dans l'arc, non, je ne pense pas. Voilà. Je pense que le hibou va faire son taf. Le hibou est là, il est le gardien des livres. Au-delà d'être là pour grandir et agrandir les livres pour que les géants puissent les lire et les remettre à leur taille normale, je pense que clairement le hibou, lui, est un protecteur et qu'il a une histoire et que s'il est là dans cette bibliothèque, ce n'est pas pour rien. Je pense pas qu'on aura potentiellement un flashback de l'histoire du hibou, mais je pense qu'il est là et qu'Oda l'a choisi et pas pour rien, du coup, tout simplement. Et on continue avec Dory et Broggy, du coup, le démon bleu et le démon rouge, qui arrivent face à Mou et ça, je peux vous assurer, c'était pas du tout, dans mes prévisions de cette année. À aucun moment, je me serais dit: «Mais Mou, la première fois qu'on va la voir te combattre, mais vous êtes fous, c'est contre Dory et Broggy, mais tous les jours de l'année!» Non, absolument pas. C'est Ce serait mentir de dire ça, mais ils arrivent face à Mou et du coup, même si c'est Mou à distance, c'est Mou qui prend le contrôle d'un corps, c'est de la possession. On est encore dans le domaine des démons. Elle prend possession de corps de Gunko, mais pour moi, ce n'est pas réellement la réelle puissance de ce démon, de ce diable, de ce boss du gouvernement mondial, qui sera révélé du coup au moment voulu et qui nous choquera. Qui nous choquera parce que là, le Haki des rois déjà qui est proposé est monstrueux au tout début du chapitre. Il faut se rappeler qu'avec les membres du Gorosei, que Fako Sherland, du coup, du membre du Carrousel, a fait un raw de Haki des rois terrible, qui a surpris et choqué Luffy, alors que Luffy, en termes de haki des rois, il a côtoyé Kaido. Ils ont séparé le ciel en 2 et pour autant, il a été surpris et choqué de cette puissance-là. Et je reste persuadé que les pouvoirs du membre du Gorosei appartiennent à Mou et que ce haki des rois était celui de Mou, comme actuellement le haki des rois qui est proposé au début n'est pas celui de Gunko, mais celui de Mou. Donc maintenant, imaginez un haki des rois complet venant émanant directement de la personne elle-même, je pense qu'on n'est pas prêt et je pense qu'Oda nous fera une double page incroyable. Et que là, on est en train de nous teaser, 10 même pas 5 des capacités, du boss final de l'antagoniste côté gouvernement mondial. Parce qu'on a plusieurs antagonistes et tant mieux, je trouve ça bien. Je sais que beaucoup de personnes se déchirent là-dessus. Ça sera Barbe Noire l'antagoniste final? Non, ça sera Mou. Il y a 2 Antas. Il y a un Ota quand tu es pirate et c'est très bien pour le lore de la piraterie. Barbe Noire porte bien son nom, qui fait référence du coup à un pirate de notre monde, à nous. Donc savoir que ce pirate-là sera l'Anta côté pirate, c'est parfait. Et on a un Anta aussi, côté gouvernement mondial, qui est Mou. Donc on a 2 antagonistes. Comment est-ce qu'ils vont arriver? Comment est-ce qu'ils vont être développés au fil du temps? À voir. Mais actuellement, on a déjà vu Barbe Noire combattre. Là, on voit Mou combattre, à travers Gunko. Pour moi, ce n'est pas grave, encore une fois, de se dire: «Mais non, ça nous retire rien du tout». Encore une fois, ça vous dérange pas pourtant que Barbe Noire soit l'antagoniste final et pourtant Barbe Noire, on l'a déjà vu combattre plus d'une fois et c'est une des critiques du personnage parce qu'il est grotesque dans sa manière de combattre, dans sa manière d'agir et que cela, du coup, dessert pour certains le personnage et pourtant vous le voyez toujours comme l'antagoniste final. Donc je vois pas pourquoi est-ce que, ça poserait problème de voir Mou, qui, serait en possession de Gunko, utiliser ses capacités, et que cela poserait problème, du coup. Au contraire, je pense qu'on sera encore bien plus surpris, heu, de ce qui se passera, de ce qui se passera par la suite. Et Doré et Broggy face à Mou, bah, on y est et c'est Broggy. C'est Broggy qui rentre directement dans le tas et qui arrive à attraper facilement Gunko. Sauf que, bah, Gunko s'est forcément laissé faire et a invoqué un livre. Et ce livre démoniaque, on y est, voilà, le pacte. Le pacte. On en parle depuis qu'on a vu les membres du Gorosei se transformer en démons à Marie-Joie.
à côté de sabots. On s'est dit: «Waouh, mais c'est horrible, c'est des démons, c'est des diables, c'est un diable» et quand on a eu le cercle satanique arrivé du coup à Egghead, on s'est directement dit: «Il y a un pacte avec le diable», voilà, c'est fait. Donc on y est, il y a officiellement un pacte. Oda nous montre qu'il y a même un livre du coup, qui permet de pactiser. Maintenant, un sujet important qui n'est pas développé dans ce chapitre, mais qu'on peut développer nous actuellement en analyse. Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est des pouvoirs d'un fruit du démon, sachant que les fruits du démon viennent de la science? Je pense que c'est scientifique, oui, et je pense que c'est lié au premier monde. Je pense qu'au premier monde, il y a eu un développement scientifique important, très important, qui a été pris en possession d'une mauvaise personne, d'une âme sombre, d'un dieu dit dieu de la terre, qui a soumis les hommes, assujetti les hommes. On peut le voir dans la fresque partie 1 pour ceux qui s'en rappellent et en prenant le contrôle de ce monde-là, elle a créé, sans même le vouloir, parmi les rêves, des personnes qui étaient esclaves, Nika, le premier Joy Boy. Et donc pour moi, tout est lié, qu'à la science. Et la science a atteint un tel niveau que les rêves des hommes, bons ou mauvais, en l'occurrence mauvais, arrivent à prendre forme et c'est un peu le discours que nous donnait Vega à l'époque, quand il nous parlait des révélations des fruits du démon, avec l'incarnation des rêves des hommes. Donc l'incarnation des rêves des hommes, je ne pense pas que ça soit une évolution darwinesque. Les hommes, à force de rêver, au bout de 200 ans, nos rêves vont prendre vie. Non, je pense que c'est plus scientifique. Je pense que les hommes ont réussi à matérialiser leurs rêves et je pense que c'est lié au One Piece, à ce fameux trésor qui est recherché du coup par Im aussi. Mais bon, là, je m'égare un peu. Heu, Ce sera le sujet potentiellement d'une autre vidéo. Mais en l'occurrence, heu, le livre démoniaque, à mes yeux, il est 100 scientifique. Maintenant, à vous de me dire, est-ce que vous pensez réellement qu'il existe des démons en tant que tels, que ça soit une race à part en tant que telle et que ça soit réellement le diable, tout simplement? On y est, voilà. On soit dans cette connotation-là et que le diable existe. Le diable existe dans One Piece et ça sera l'ennemi juré, côté gouvernement mondial, heu, de One Piece. Avec ce livre avec ce livre, elle a invoqué quelque chose que je m'attendais pas non plus, un poignard et un gun. Bon, je pensais pas que la première fois que j'allais voir Mou, c'est Mou qui utilise un poignard, je vais y arriver, et un gun. Pas du tout. Bon, bah, il s'avère que si. Maintenant, est-ce que ça a servi de sacrifice? Voilà, il fallait un peu comme les rituels sataniques où il faut sacrifier quelque chose. Est-ce que du coup elle a découpé ou est-ce qu'elle a coupé le bras et tiré sur sa main parce qu'il a eu l'impudence de la serrer? Il a eu l'outrecuidance, je vais aller encore plus loin. Il a eu l'outrecuidance de toucher, Mou via son réceptacle et donc il doit en payer le prix? Ou est-ce que du coup c'est un prix à payer tout simplement pour enclencher derrière un rituel qui peut être à la chaîne et qui ne nécessitera pas d'autres sacrifices? Il suffit d'un premier sacrifice pour pouvoir enchaîner derrière la transformation en démon et le changement de camp, du coup, qui est clairement le titre, du chapitre, du coup, où on peut switcher les personnes de camp. Heu, à vous de me dire en commentaire. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Pour l'instant, on n'a absolument pas la réponse. Il peut y avoir ces 2 versions-là. Je pense personnellement qu'on part beaucoup plus sur un aspect de sacrifice, qu'actuellement, c'était un premier sacrifice qui était nécessaire pour pouvoir enchaîner derrière la transformation en démon et que ce sacrifice après n'est plus forcément nécessaire. Ou c'est juste parce qu'il a osé, lever la main ou plutôt, prendre du coup, Mou, pour un tacos, taille L. Donc, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi là-dessus. Il se transforme en démon et c'est là que beaucoup n'aiment pas. Voilà. J'ai vu, ceux qui étaient présents durant le live, la réaction en live du coup, du Mont Corvo, là-dessus, ou en tout cas un des frères du Mont Corvo, parce que frère ne veut pas dire avoir forcément le même avis. Donc un des 2 frères, qui déteste. Voilà et je pense que c'est pas le seul, je pense que d'autres personnes détestent ce côté-là, cette transformation en démon avec les ailes, la totale, le packaging du démon. Mais, je trouve pas ça du tout cheap, voilà. Je sais que certains trouvent ça ringard, je le trouve pas et encore une fois, on y est en fait. Il y a un texte où on en parle dans cette même arc-là, où on nous dit que le dieu de la terre a envoyé ses démons. C'est là, on sait exactement ce qui s'est passé, là, on le voit. Le dieu de la terre, oui, a réellement envoyé ses démons.
C'est un texte avec une révélation, une fresque qui a choqué tout le monde, une fresque qui a changé totalement l'histoire parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu que le siècle oublié, il y a eu un premier monde avant. On sait que d'où viennent la prophétie aussi du coup, qui permet de savoir qu'il y aura du coup un troisième monde, un nouveau Joy Boy qui apparaît. Le Et on sait maintenant pourquoi est-ce que, la femme de Oden a voyagé à travers le temps, Toki, pour permettre du coup, de trouver, Joy Boy. Ce Joy Boy, elle était à la recherche de ce troisième monde, donc elle a voyagé, voyagé, voyagé. Donc ça reste une fresque importante qui nous parle d'un moment important. Alors, entre ça et voir des membres du Gorosei qui débarquent avec des formes totalement chitanesques, des démons, heu, horribles, je peux comprendre le côté de se dire: «J'aurais aimé voir un membre un peu comme les membres du Gorosei». OK, pas de souci là-dessus. Mais maintenant, on a un problème. C'est pas possible. On le voit bien. Il y a pas que Dory et Broggy qui ont été transformés en monstres, en démons. D'autres géants ont aussi été transformés. Donc imaginez maintenant si elle a la capacité de créer une armée complète de démons. Il va falloir faire un chara-design démoniaque différent pour chacun. Non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. À un moment donné, il faut rester dans le dans le raisonnable et je trouve ça normal qu'ils aient réellement un aspect démoniaque. Un aspect complètement démoniaque avec une perte d'espérance de vie. Le tribut et surtout leur réaction. Moi, le design ne me choque pas du tout. Ils me font penser à un balrog. Ceux qui regardent un peu le Seigneur des Anneaux, les cornes, la forme des cornes me font penser clairement à un balrog, avec les dents aussi. On entre dedans, on entre dedans. Après, bon, je dois aussi parler d'un sujet là-dessus parce que là, il y a la transformation. Non, je ne crois pas qu'il y ait un rapport avec Mihawk. Voilà, je tiens à le dire, je l'ai vu plusieurs fois arriver en ce moment. Je ne m'attendais pas à voir parler de Mihawk, mais je sais qu'on va me poser la question. Alors du coup, non, les lames noires, je ne pense pas que ça soit ça, d'où viennent les lames noires. Surtout qu'à la dernière double page, on voit bien qu'un bout d'épée n'est pas noir du coup, d'un des géants. Donc voilà, ça répond à la question directement, la lame ne devient pas automatiquement noire. Donc certains vont essayer de faire un lien parce que voilà, on a besoin d'enrichir le lore de Mihawk. Je vois pas de lien entre un vrai démon et une inspiration, de vampire. Heu, voilà et je pense que si c'est un personnage aussi proche de Him, heu qui a des capacités aussi terrifiantes et monstrueux, il n'aurait pas besoin de se cacher derrière l'ombre de Baggy. Donc voilà, je n'arrive pas à voir le lien que certains font, en tout cas, là-dessus. Et on retrouve des formes, du coup, des formes réellement démons. Donc c'est réellement des démons à proprement parler, c'est pas un propos caricatural, c'est pas une métaphore, c'est réellement, du coup, des démons qui prennent vie, qui prennent forme, des soldats du diable, tout simplement. Donc on y est. Ça m'intéresse de savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous trouvez ça nul? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Moi, je valide personnellement, pour l'instant tout du moins. Je suis pas du tout surpris par ça. Le il y a des Par contre, ça sort des questions, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a des interrogations qui pop maintenant. C'est de se dire: «Pourquoi pas utiliser ce pouvoir avant?» Mais je pense qu'on aura la réponse. Si on se pose la question, Audace l'est aussi posée. Il a pas créé un pouvoir sorti de nulle part. Je ne pense pas, je lui fais assez confiance pour ça, mais on aura la réponse bientôt, de toute façon, pour savoir si oui ou non ce pouvoir a des limites et quels sont ses pouvoirs. Parce qu'une fois qu'on devient du coup, ce démon-là, on part à la guerre. Est-ce que du coup l'objectif est de partir à la guerre tout de suite, immédiatement? Est-ce qu'ils ont un temps calme? Voilà, comment on gère ces démons? Une fois qu'on a ces soldats démoniaques, comment est-ce qu'ils se gèrent? Heu, Pourquoi ne pas avoir utilisé ce pouvoir en amont? Donc je pense que c'est à cause des contre-pouvoirs, qui sont en lien directement. On aura notre réponse. Il faut qu'on soit patient. J'ai confiance là-dessus. À chaque pouvoir monstrueux, il y a un contre-pouvoir, constamment. Donc ça n'échappera pas à cette règle et surtout parlons maintenant de contre-pouvoirs. On va finir du coup cette analyse en parlant des contre-pouvoirs et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant actuellement dans la construction de cet arc-là. C'est qu'on va pouvoir faire briller les Mugiwara sans humilier Mu. Et sans leur donner un power-up venu de nulle part, inexpliqué, inexplicable. Pourquoi je dis ça? Parce que Gunko est lié à Brook. Oda a fait une narration complète en mettant un lien avec Brook et Gunko, ce n'est pas pour ne pas l'utiliser. Brook qui a le fruit de l'âme, oui, Mou va perdre parce que c'est Gunko qui prendra le dessus. Gunko, on va avoir le droit à un mini flashback qui va être dévastateur, qui va prendre notre cœur et le briser. Et Dory et Broggy ont un lien extrêmement fort avec Usopp. En tout cas, dans la narration de l'œuvre, Usopp, a toujours rêvé d'être, dans cette île-là
Il recherchait Dory et Broggy. Il les a retrouvés, Dory et Broggy. Cette rencontre entre Usopp et Dory et Broggy ne doit pas être anodine. Elle doit apporter quelque chose. Et pour moi, Usopp va permettre à Dory et Broggy d'outrepasser euh, le lien de Mou avec ce pacte. Peut-être, peut-être que ce pacte sera affaibli parce qu'il a été fait via Gunko. Et si Gunko reprend le dessus, est-ce que Usopp, de par le Tolk no Jutsu à la Naruto, va être en capacité de faire réagir ou de toucher le cœur de Dory et Broggy? Parce que chaque mensonge d'Usopp prend vie et réalité, et je pense que oui, il aura son armée de 8 000 hommes, et ce sera surtout une armée de 8 000 géants qui seront à la solde d'Usopp, et ça sera du coup son moment. Et ça sera pas dû à un power-up, à un acquis de l'armement qui sera sorti de nulle part, en sachant que encore une fois, Sanji et Zoro et Luffy ont souffert avec un réel entraînement pour développer et éveiller ce acquis de l'armement, pour pouvoir derrière le modeler et le faire évoluer, de leur propre côté, de leur propre chef. On ne va pas avoir un Usopp d'un seul coup, par un cri d'amour, un cri de désespoir, qui va développer ce acquis de l'armement. Le acquis de l'observation, oui, parce qu'il a toujours eu des facilités là-dessus, et ça reste avec le personnage, le sniper. Le acquis de l'observation, mais pas le acquis de l'armement, encore moins le acquis des rois. Et je parle de contrôler, je parle pas d'un coup d'énervement, de cri et de voir des éclairs sortir. Je parle d'un acquis des rois utilisé à bon escient, être capable de revêtir ce acquis des rois. Je ne pense pas qu'Usopp, avec son peu d'exercice, en tout cas montré pour nous actuellement, du acquis puisse le faire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ces leviers-là. Heu, Koda, je pense, va utiliser le levier du coup Usopp pour Dory Broggy, le levier Brook pour Gunko. Il va aussi avoir Luffy qui va monter avec les tambours de la libération. Est-ce que ça va avoir un effet? On va pouvoir voir Loki se déchaîner aussi, même si, tout en sachant qu'il est encore blessé et que la convalescence qui était demandée par le médecin du coup, heu, c'était pas en quelques heures, hein. On était sur une temporalité totalement différente. Donc maintenant, ce chapitre sort beaucoup de questions. Il y a encore un chapitre la semaine prochaine. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. J'ai hâte d'entendre les tambours de la libération, de voir le dieu soleil, la première confrontation indirecte entre Luffy et Mou. On a déjà eu un face-à-face entre Luffy et Barbe Noire. Cette double page est incroyable. Je veux une double page incroyable entre Monkey D. Luffy et Mou, même si c'est à travers Gunko. Je veux ce premier échange. Je veux le voir, je veux le vivre. Heu, Ça sera grandiose, même si je pense, encore une fois, qu'après cet arc-là, elle ne sera pas directement l'ennemi juré de Luffy en tant que tel, et que Luffy n'aura pas l'objectif d'aller la retrouver. On restera sur la prophétie de Barbe Blanche, qui veut qu'une fois que la personne censée trouver le One Piece le trouve, déclarera la guerre au monde entier à ce moment-là. Surtout que quand on aura le One Piece, on aura le flashback du siècle oublié. Donc on verra qui est réellement Mou, qu'est-ce qu'il a réellement fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On aura peut-être même aussi un flashback du premier monde, du coup avec la naissance du tout premier Joy Boy, du tout premier Nika qui à mes yeux était un esclave. On va avoir tous ces éléments-là, et à partir de là, on peut aller renverser Mou, parce que du coup, on saura exactement qui est ce personnage-là, et cet impact et cette chute-là aura un impact encore beaucoup plus important. C'était tout pour l'analyse du chapitre 1150 de One Piece. J'espère que vous avez apprécié. Ah, il reste aussi un dernier point, c'est Jarl. Désolé, hein, Jarl le traite actuellement. Je suis pas sûr du coup qu'il parlait de Mou quand il parlait de femme âgée, hein. J'ai quand même un doute. Je le place là, mais j'ai quand même un doute. Donc oui, ils n'auront pas la tête de Jarl. Non. Jarl, le fait de voir ces formes-là, peut-être, du coup, le flashback viendra de Jarl finalement, parce qu'il a une épée dans le crâne, et peut-être que du coup, la mémoire va lui revenir. Et peut-être que finalement, on attendait un flashback côté Loki. Est-ce que ce flashback viendrait pas de Jarl? À voir. Mais ils n'auront pas sa tête. Je ne pense pas, je n'y crois pas. Heu et par contre, ils devront affronter Monkey D. Luffy. Ça y est, maintenant je l'attends. Donc j'espère qu'on le verra. Donc Monkey D. Luffy versus Mou et son armada de géants démoniaques, accompagné de son aile gauche et son aile droite. Gaban et Chopper qui discutent, Chopper qui récupère l'information comment contrer les chevaliers divins, les Mugiwara qui neutralisent les chevaliers divins, Brook qui libère Gunko, et une fin d'arc grandiose avec le départ pour Roadstar. Voilà. Je vous souhaite à tous
un excellent week-end. La vidéo sort un samedi à 17h. Je sais que c'est différent. Je pouvais pas sortir une vidéo lundi, donc l'analyse ne s'est pas faite avec la trad officielle. Ce sera rarement, heu heu, le cas actuellement pour une sortie samedi, mais là, c'est pas trop possible malheureusement pour ce week-end et pour, pouvoir sortir la vidéo lundi à 17h. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La ratiboiserie pour l'instant est toujours terminée. On attend son retour et pour l'instant, on laisse place à la chitanerie. Salut.